Alors merci pour cette intervention, Nancy, qui permet aussi d'ajouter d'autres notions à celles qu'on avait abordées au début de la séance, notamment la notion de mobilité, qui va élargir un peu aussi la focale et nous permettre d'aborder d'autres types de déplacements que des migrations, peut-être au sens propre. Et puis la sexualité aussi, qu'il faudrait sans doute aussi ajouter davantage à ce questionnement sur les déplacements, les migrations et l'immigration, analysées selon un prisme d'histoire des femmes et du genre. Alors j'aurais beaucoup de questions à vous poser, mais je sais que le temps file peut-être, mais bon, ça va. Donc du coup, oui, je voulais vous poser une question qui peut être commune un peu à vous trois, c'est la question de savoir s'il y a vraiment des temps forts dans la migration des femmes aux différentes périodes que vous étudiez. Est-ce qu'il y a vraiment des temps forts ou des groupes qui sont beaucoup plus féminins que d'autres, sur lesquels vous seriez penchés particulièrement? Alors je pense par exemple aux migrations barbares. Est-ce qu'il y a des groupes particuliers qui se distinguent par une présence féminine plus importante que d'autres Yeah. So if there are some females which are more visible than others. Yeah, and some groups more feminine. So, I mean, all the research on gender archaeology using the grave goods has shown recently that actually all the perspective of grave goods can be completely twisted if you consider the grave goods in a gender perspective. So you don't see much mobility, but you see a construction of gender based on the life cycle. So we see that the old idea was that these grave goods were deposited to differentiate different barbarian groups, and that we see different type of brooches according to different ethnic groups. But research in a gender perspective has shown that these grave goods, particularly brooches, jewelries, were deposited in graves of females if they died when they were fertile, if they could bear children. So there was a great emphasis on females in a special period of their life. And it's much more complex to see the migrations, really. And so if they die later, they don't get to be buried with their jewelry? They have much less. So children or older individuals are not that feminine as the fertile women. And this is something which you could see in different areas of Europe during the early medieval period, different degrees of this construction. So the idea is that basically these objects are not really marking migrations, not really marking barbarians, but really marking women at a certain point of a certain moment of their life cycle. Another important debate was mainly based on the written sources, that which you also raised, that of the wives. But that's not visible on the archaeology that much. What you also mentioned, that of assimilation and incorporation, and the wives, the foreigner wives, the wives which were sent to be married, have been defined as cultural transfers. Because similarly, as you also describe, also in the early Middle Ages, we have sources describing the wives going with an entourage of people, bringing stuff, bringing goods. So we have these kind of females, but it's difficult to see them in the graves or in the archaeological record. We have data from written sources about these special females, which brought their stuff, their ideas, and were vehicles of new culture in the area where they stayed, and also kept in touch with their original families. Also we have letters as well. So we have this idea of exchanging through the females. So the archaeological record is really interesting, and it's really new, but it's also difficult to be studied, I think, in a migration perspective. So it's really problematic. And also the one important problem is that of the burial, which you raised at the end. Because also here we have a period of big movements,
but who were buried the people? Maybe they went back, so that the return migrations have been really forgotten in ancient periods, maybe in this. So that's another point, because we are dealing with graves. Where are they buried? And maybe not in the place where they migrated, but they went back. And also, sorry if I can add, also to what you said at the very beginning. So for a while, until a period, I mean, historians and archaeologists of the early Middle Ages called these migrations the Great Migrations, and thought that these were the only great migrations in history, partly because of these origogency, of these sources which describe these migrations as big migrations. But then in the 70s, when Wilbur Zelinsky published the theory of mobility transition, there were big reactions among historians from the ancient worlds. So showing that also in antiquity, during Roman times, there were always migrations, and so also the great migrations became not so great. I mean, because migrations were always important in different periods. So. Merci. Alors on a beaucoup parlé donc d'enterrement, de lieux, de vestiges funéraires pour faire cette histoire des migrants et des migrantes. Mais on a aussi parlé des liens conjugaux, et notamment des séparations conjugales qui sont apparues à plusieurs reprises dans les différentes communications. Et je voulais aussi un petit peu vous interroger sur cette question de la séparation des couples. Alors vous avez parlé notamment des correspondances qui nous permettent d'avoir des sources. Mais également, est-ce qu'on pourrait aussi aborder une question un petit peu classique, mais attendue, mais sur laquelle on attend aussi peut-être des choses, sur l'émancipation que peut permettre dans certains cas la migration pour les femmes restées seules. Je pense par exemple à ces femmes de marchands qui restent au pays. Est-ce que pour elles, c'est une occasion de gérer le patrimoine, de s'occuper de l'éducation des enfants davantage qu'auparavant ? Alors sûrement. Malheureusement, comme les gens heureux n'ont pas d'histoire, quand on les entend parler de ça, c'est toujours pour se plaindre, mais pour dire à leur mari, justement, je dois faire face à plein de choses, et tu ne m'aides pas beaucoup parce que tu es très loin. Donc, évidemment, entre les marchands, par exemple, il y a beaucoup de dettes. Alors, les femmes doivent faire face aux créanciers du mari qui a 1000 kilomètres de là, et donc elles écrivent à leur mari en disant, bon, attention, tes créanciers viennent ici m'embêter, donc elles demandent un peu l'aide quand même du mari. Ouais. Mais c'est elles qui sont là pour faire face. Pour gérer les archives aussi du mari qui sont dans la maison et qui doivent aller chercher les tablettes importantes et quelquefois qui arrivent à tout bloquer jusqu'à ce que le mari revienne pour les sortir de là si vraiment il y a des difficultés. Et pour l'éducation des enfants, là aussi on les entend un peu se plaindre au mari en disant bon là je suis toute seule mais j'ai quand même besoin d'argent, ou j'ai besoin d'argent pour faire des travaux dans la maison, mais aussi ils réclament leur dû. Je t'ai envoyé des étoffes, il faut que tu me renvoies le prix parce que j'en ai besoin. Tout ce discours, enfin, on voit que de toute façon, par la force des choses, elles sont seules, elles se débrouillent seules. Et est-ce que justement, quand le mari marchand revient à la maison, est-ce que ça provoque des tensions? Est-ce qu'on n'en a pas forcément la place? Là, on n'a plus de tablette. On n'a plus de tablette, on n'a plus rien pour éclairer ce moment. C'est plus difficile. D'accord. Ouais. De voisins ou de la famille qui se... Non, il n'y a pas de traces. J'ajouterais juste sur les deux questions d'ailleurs que les périodes où il y avait particulièrement des femmes, on connaît des Irlandaises aux États-Unis au XIXe siècle, qui étaient en majorité dans les flux migratoires. C'était un groupe en particulier où il y avait plus de femmes que d'hommes, pour des raisons qu'on peut connaître. Et puis aujourd'hui, je dirais les Philippines représente aussi la féminisation des flux migratoires aujourd'hui donc aux États-Unis, dans l'industrie du care, les infirmières, etc. Mais ceci dit, et dans le livre d'il y a 2-3 ans de Dana Gabaccia et Catherine Donato, elles ont bien déconstruit la notion de féminisation des flux, puisque, comme elles disent, il y a eu des périodes plus ou moins grandes où il y a eu des proportions des femmes presque à égalité des hommes. Ça dépend comment on veut définir, comment on définit féminisation. Est-ce que c'est un flux sur la longue période? Est-ce que c'est à un moment donné? Est-ce que 48% ça suffit pour dire quand même il y a beaucoup de femmes? Donc elle déconstruit cette notion en disant même qu'il y avait des périodes pendant l'esclavage où il y avait plus de femmes que d'hommes qui étaient parmi les esclaves, tout au début
de certaines formes d'esclavage. Donc cette question de féminisation est aussi à revoir. Pour la question de la séparation des couples, c'est une bonne question. Celles qui restent, il est vrai, on avait peut-être tendance d'imaginer qu'elles étaient plus passives que celles qui partaient, mais celles qui partent aussi partent souvent pour rejoindre un père, un mari ou un frère. Et celles qui restent sont très actives pour gérer la ferme familiale, parfois avec des instructions dans les lettres très précises de la part des hommes. Donc même les marchands, quand ils ne sont pas là, envoient des instructions, même si ça prenait 2 semaines pour que la lettre arrive, mais ils disaient, voilà, c'est le moment de vendre les veaux, ou les bœufs, ou que sais-je. Donc il y avait d'un côté cette certaine mise en activité des femmes qui restaient, et en même temps, parfois avec des consignes. Qu'est-ce qui arrive quand les deux se réunissent, ou que celui qui partait revient, et où il y a le regroupement familial, bah, il y a toujours des tensions, ça on le sait. Bon, et donc c'est aussi, je pense, il y a un grand sujet sur les séparations. Sur les périodes de séparation, ça fait partie d'une réflexion sur la complexité des routes et des périodes plus ou moins longues de séparation qui pourraient être analysées plus en avant, et pour aujourd'hui et pour le passé. Si je peux me permettre, pour nous, c'est là où on a la seule déclaration d'amour d'une femme qui dit à son mari marchand, reviens, que je puisse revoir tes yeux. C'est ce qu'on a de plus romantique et plus torride dans quasiment 3 millions de formes. Alors la parole est à la salle, s'il y a des questions éventuelles pour les intervenantes. En français ou en anglais, je me proposais de traduire, mais peut-être que Nancy, qui est peut-être aussi bien placée, vraiment également Irène. Oui. C'est à propos de ces femmes qui sont amenées en esclavage et parfois choisies par la reine pour intégrer le harem, si je me compris. Est-ce qu'on n'a pas de cas aussi où ces femmes entrent dans la suite de la reine elle-même et sont choisies comme favorites? Parce que j'ai des cas semblables pour une époque très postérieure, je me demandais si... Alors c'est difficile de voir exactement ce que ces femmes deviennent une fois qu'elles sont intégrées. Bon, le cas qu'on cite toujours, c'est effectivement 2 lettres de mari successives du roi. La première lettre où il dit que c'est son épouse qui va choisir, et la deuxième fois, il préfère que ce ne soit pas son épouse qui choisisse, mais un administrateur. Voilà. Et ce que je peux ajouter, c'est que ça répond un peu à la question que vous posiez tout à l'heure. On a ce phénomène de femmes des palais qui sont prises et déportées dans un autre palais, et on doit avoir une espèce d'emboîtement de population d'un palais dans une autre, et de phénomène un peu de poupée gigogne, parce qu'avec Marie, on se rend compte qu'il y a des femmes qui viennent de royaumes du Nord qui sont intégrées à Marie, au palais de Marie, mais le palais de Marie lui-même a été pris par Hammurabi, et là c'est pareil, la documentation disparaît, mais toutes ces femmes ont dû aller ensuite à Babylone. Donc il y a des femmes qui, dans leur vie, comme la vie politique était assez mouvementée et qu'il y avait énormément de guerres, devaient connaître 2 ou peut-être 3 palais dans le cours de leur existence. Alors il y avait aussi un cas particulier, c'est celui des femmes qui étaient consacrées, et là on faisait le tri parce qu'il ne fallait pas mécontenter le dieu auquel elles étaient consacrées, et il fallait les renvoyer au dieu qu'elles servaient, il ne fallait pas les intégrer dans l'entourage du roi. C'est probablement une façon de protéger certaines femmes, et là c'est vraiment très genré parce qu'on n'a pas de parallèle pour les hommes, on n'a pas d'hommes consacrés au dieu de la même façon. Oui, c'est plus une remarque, enfin une interpellation par rapport aux 3 interventions. Je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, mais je me demandais si dans les pistes de recherche aujourd'hui, il n'y aurait pas à travailler davantage sur les différences au sein des groupes hommes et femmes en migration, parce que enfin, ce que vous disiez, Brigitte, sur finalement, on sait qu'il y a des femmes nobles qui migrent, on sait qu'il y a des femmes esclaves, mais dans la migration elle-même, il peut y avoir des couples qui sont accompagnés par leurs domestiques, etc. Donc je trouve que on a souvent tendance à parler hommes et femmes en migration sans penser aux différences d'âge, évidemment,
d'appartenance, d'origine sociale et de statut. Et je me demandais si vous avez des pistes de travaux ou de réflexion pour déconstruire maintenant peut-être et je pense aussi, alors là c'est vraiment lié à l'actualité, hein, sur les rapports de force entre hommes dans la migration très contemporaine, les subsahariens qui se retrouvent en Libye totalement exploités par des hommes libyens, et donc en fait voilà, c'est pas un groupe d'hommes en migration, en fait c'est des rapports de force à l'intérieur même de ces groupes, mais c'est aussi des questions qui ont été peut-être travaillées, hein, j'en sais rien. Personnellement, je pense qu'effectivement, de revenir aux questions de classe sociale et au sein des migrations et des groupes est essentiel. Donc, on a un projet avec Marianne Amar sur les migrations d'élite. Donc, de questionner, en fait, les gens qui viennent ou qui circulent, qui ont plus d'éducation, plus de moyens, etc. C'est déjà... Et une des critiques de la littérature sur le transnational et que d'une certaine manière ça a privilégié aussi une image de certaines des transnationaux qui sont plus des élites. Alors qu'en est-il pour les autres qui migrent, qui n'ont pas les mêmes possibilités, qui n'ont pas différents passeports, etc. Donc il y a des questions de classe sociale au sein des groupes. Je pense que c'est tout à fait important et donc ça fait partie, je pense aussi, et puis des origines différentes, donc ça fait partie de ce qu'appelle pour l'intersectionnalité, de prendre en compte tout ça. Je suis entièrement d'accord. C'est une question. Moi j'ai une question pour s'adresser plus particulièrement à Sylvie. Vous avez évoqué la dialectique entre modernité et tradition dans le phénomène migratoire. Et vous avez dit cette chose qui m'a intéressée, interpellée, vous avez dit pendant très longtemps, en fait, les femmes ont été pensées comme des vectrices de la tradition, tandis que les hommes, qui étaient davantage liés au milieu de l'usine, étaient vus comme porteurs de la modernité. Et il me semble, tout du moins en France, qu'aujourd'hui, on a une inversion des rôles, puisque les femmes sont très souvent présentées en migration comme étant celles par lesquelles la modernité ou l'intégration, enfin, ces mots sont chargés, mais par lesquelles cela peut passer. Est-ce que vous pourriez développer sur le moment où il y a eu une bascule et comment ça s'est fait? Ça m'intéresserait. Je ne suis pas entièrement sûre qu'aujourd'hui, il y a des travaux aussi sur les générations, aussi les secondes générations, comment les filles d'immigration aussi ont réussi mieux que les garçons. Mais je ne sais pas, pour moi c'est une espèce de réflexion en cours pour voir si ça colle entièrement, même l'idée qu'autrefois, parce que je ne suis pas sûre qu'il y a un basculement au point de vue historique ou historiographique. Et donc, ce sont des questions que je me pose, mais je n'ai pas de réponse explicite. L'image, par exemple, quand même, aujourd'hui, les peurs par rapport ou à ce que je dis parfois à la femme dévoilée, la prostituée, ou la femme voilée. Donc, on a deux forme de peur qui représente d'un côté, je ne sais pas si la prostitution c'est une forme de modernité et que la tradition est du côté de la tête couverte, mais on a beaucoup de choses que je pense qu'on doit tricoter, pour ne pas utiliser une métaphore féminine, mais qu'il faudrait essayer de voir à différentes périodes historiques comment ça se représente. Mais c'est à un moment donné que je me posais la question sur cette distinction entre tradition et modernité, qui d'ailleurs, rien que cette distinction a été beaucoup critiquée par les historiens de manière générale en disant bon, on ne va pas mettre des groupes ou des pays dans les dichotomies si claires. Et pour les migrations, c'est quand même une grande question, comment les gens viennent d'un système familial, certaines traditions, vont dans un autre système, et on le sait, plus ou moins rapidement, aussi se transformer leurs propres pratiques, mais tout en gardant d'autres. Donc, c'est des questions. Mais encore une fois, la question est à la fois historique et historiographique. Donc, comment est-ce qu'on l'a... Parce qu'on a travaillé sur assimilation et modernité sans forcément donner des étiquettes féminines ou masculines. Donc, c'est une question que je me pose pour qu'on réfléchisse sur ça et voir s'il y a des choses à mieux déconstruire. Mais merci pour la question. Le mythe de l'Eldorado pour migrantes ou migrants, est-ce que ça fonctionne? De quelle manière? Est-ce que c'est sexué ou pas? Une bonne question.
la montagne d'or, les rues pavées d'or. Et en même temps, on critique beaucoup la notion que les gens sont partis que pour l'argent ou que pour des différences de push-pull économisées. Et pourtant, il y a des différents niveaux de vie dans différents endroits. On sait qu'il y a des représentations de ce que c'est dans... ça qui fonctionne et qui continue à fonctionner et qui a souvent fonctionné malgré les retours négatifs. Les immigrants aux États-Unis pouvaient écrire à leurs compatriotes que c'est pas tellement facile, le travail est très dur, le travail à la chaîne c'est pas la même chose que de travailler dans les champs chez nous, mais c'est quand même pas formidable. Et malgré ça, les flux continuaient. Donc il y a cette image. Est-ce que c'est différent selon les hommes et les femmes? Sans doute, mais on n'a pas vraiment interrogé. Les différentes visions, donc c'est la représentation de l'émigration et les destinations avant le départ, c'est un vaste sujet en fait qui n'est pas souvent très étudié, mais je pense que c'est une bonne question. Et moi je poserais la même question sur le retour fantasmé au réel. Est-ce que là il y aurait aussi... Oui, moi je me demande, et je pense qu'on devrait plus étudier et voir sur l'idée de retour. Ça m'a frappé quand même dans l'actualité, dans les récits en 2015-2016 sur les récits des Syriens au Canada ou en Allemagne, et certains des récits où ils interrogeaient des gens pour, d'abord, on imaginait pourquoi ils n'ont pas assimilé dans les mois qui venaient. Alors bon, quand on fait l'histoire de l'immigration, c'est des questions d'adaptation en tout état de cause qui prend longtemps. Mais l'idée de qui voulait retourner, ou qui dans les situations d'exode pensent qu'ils veulent retourner, et d'autres qui disent, bon, je reste. C'est des questions qui peuvent être tout à fait genrées. Et je pense que c'est encore à étudier. C'est une question. Moi, ça me faisait penser en fait à des sources que j'ai rencontrées dans les villes du Midi, des actes notariés dans lesquels on mentionne la présence d'esclaves blanches, slaves, donc au XIVe, XVe siècle. Et donc ils font référence à des migrations, des marchands d'esclaves qui vont chercher des femmes, et on sait que c'est à 95% des femmes, pour les amener jusqu'en Italie et au sud de la France, et les vendre dans des marchés d'esclaves, dans des familles, dans lesquelles elles vont servir en fait d'esclaves domestiques, et où elles vont rester toute leur vie, et généralement être léguées, ou être affranchies au moment de la mort des maîtres. Et finalement, voilà, elles vont faire leur vie, elles vont être obligées de s'intégrer dans ces villes dans lesquelles elles sont transportées. Ça, c'est intéressant, parce qu'il faudrait que je revoie le livre parce que de Donato et Gavaccia ont plutôt regardé la traite transatlantique, oui. Et donc de savoir... Il y avait une traite aussi, oui, avec des routes commerciales qui partaient de la mer Noire, avec des places de vente d'esclaves près de la mer Noire, et des marchands spécialistes italiens généralement, qui les faisaient aller jusque dans les villes italiennes. Il y avait une bonne partie des esclaves qui restaient en Italie, mais il y avait quand même une petite partie qui après a été prise en charge par des marchands d'esclaves, soit du sud de la France, soit espagnols, et qui les transportaient dans toutes les villes du sud. Donc Montpellier, Perpignan, visiblement, j'ai pas été travailler sur les archives de Perpignan, mais il y a beaucoup d'actes de vente d'esclaves. Et ensuite, certaines allaient jusqu'en Espagne. Et il y a beaucoup, d'ailleurs, mais tout est relatif, mais il y a quand même pas mal de contrats de testament dans lesquels on les trouve, où elles sont liées. Bon, mais merci beaucoup, c'est très intéressant. Alors, s'il n'y a pas de nouvelles questions, je propose qu'on s'arrête là et puis qu'on profite d'une pause.